Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, le mois de mai 2013 vient de se terminer, mais c'est un mois où il y a eu des situations assez particulières dans la région des Grands Lacs. Il y a eu d'abord le passage de M. Paul Kagame à Londres. Il y a eu ensuite le sommet de l'Union africaine. Et nous avons avec nous un représentant de l'UDPS, le grand parti politique du changement RD Congo, et deux représentants de partis politiques d'opposition au Rwanda. Nous allons essayer de décortiquer ces deux événements. Mais avant cela, je vais leur demander qu'ils me disent un peu chacun pour son pays, quelle est la situation actuelle politiquement, socialement et économiquement. Monsieur Mityombero, bonjour. Aujourd'hui, comment se présente le Rwanda? Bonjour, Monsieur Cheikh. Merci de nous avoir donné l'opportunité de discuter un peu de la situation de la région. Le Rwanda, tel que vous le lisez dans les médias, c'est un pays qui actuellement, sur le plan des droits de l'homme, est tombé à chaos. Il y a un régime sanguinaire qui, du jour au lendemain, ne cesse de violer massivement les droits de l'homme. Il n'y a plus de justice, il n'y a pas de médias indépendants. Économiquement, le Rwanda, en l'occurrence la capitale de Kigali, c'est une capitale qu'on qualifie de propre, balayée, mais on balaye l'extérieur pendant que quand tu vas à 500 mètres de la route, c'est une autre situation. L'économie est entre les mains des mêmes personnes, c'est-à-dire M. Kagame et ses proches collaborateurs du Front patriotique rwandais, le parti au pouvoir. Sur le plan des garde-fous des droits de l'homme, les médias n'existent plus, la commission des droits de l'homme indépendante ne fonctionne pas, le bureau de l'ombudsman qui devrait contribuer à dénoncer ce qui ne va pas sur le plan des droits de l'homme n'existe plus. En bref, c'est ça. Madame Bichamumpaka, Madeleine, vous avez quelque chose à compléter par rapport à ce qu'a dit votre compatriote? Oui, mais moi je me baserai surtout sur l'aspect politique. Euh, L'espace politique est toujours hermétiquement fermé. Nos leaders de l'opposition pacifique sont toujours en prison. Donc moi je parle beaucoup plus pour mon parti, la FDU. Notre présidente, Madame Victoire Ingabire, son cas n'a toujours pas évolué. Maintenant, son procès arrive à la Cour suprême, donc c'est une supercherie qui est toujours en cours. Et alors, nous, on continue notre combat pour que l'espace politique soit ouvert et que tous les partis politiques d'opposition puissent opérer au Rwanda de façon en liberté et de façon démocratique. Et évidemment, un petit changement qui a eu lieu, quelque chose de neuf, ce sont les qui peut donner un peu d'espoir dans cette perspective où l'opposition pourrait avoir l'ouverture de l'espace politique. C'est les paroles du président de la Tanzanie, M. Kikwete, qui a dit que Kagame doit négocier avec la FDL. Je ne sais pas si vous savez qui sont les FDL. Oui, oui, nous allons y arriver. Et alors, voilà, il ne faut pas négocier avec le FDL seulement, il faut négocier avec toute l'opposition, FDU, RNC, PDP, PS et tout. Voilà, c'est le combat qu'on continue maintenant. Merci, madame. Et Ange Pambolangi, vous êtes le représentant à Bruxelles de l'UDPS, la RD Congo, en ce jour. Quel est votre regard? Oui, je vous dirais, Monsieur Cheikh, le Congo vit actuellement un désastre économique. Parce que 16 ans après la chute du maréchal Mobutu, nous aurions pu penser qu'il pourrait y avoir un décollage économique. Mais hélas, vous qui suivez l'actualité du pays, vous avez vu toutes ces guerres qui ont endeuillé nos populations, estimées à au moins, nous avons une perte au moins de 5 millions. 5 millions de personnes, ça ce sont les différents experts qui essaient de le dire. Je pense que depuis la Deuxième Guerre mondiale, aucun pays n'a connu un tel désastre. Donc ça, c'est d'abord, je vous dirais, c'est la situation globale. Mais pour parler présentement, il y a eu des élections en 2011 que mon parti avait remportées. Notre candidat, M. Tshisekedi, a gagné ces élections. Et tous les observateurs sérieux l'ont dit. Mais je reviens de Kinshasa, du Congo.
je peux vous dire que le vainqueur de ces élections est actuellement en prison. Il est en résidence surveillée. Pour le voir, donc c'est vraiment un prisonnier politique. Et je pense que c'est un bilan sombre. C'est aussi l'occasion d'interpeller ceux qui ont pris le pouvoir par la force, de venir devant. De toute façon, l'histoire les jugera. Quoi que nous fassions, nous serons jugés par l'histoire. Et ceux qui sont là, moi, j'observe, nous avons vu la fin de Mobutu, nous avons vu la fin des grands dictateurs tels que Hitler. Je ne vois pas d'autres issues qu'une fin semblable pour celui qui dirige ce pays. Bien, Monsieur Pabolangui, merci beaucoup pour ce regard. Moi, au Congo, comme Ange l'a dit, je ne parle pas d'opposition, je parle plutôt de force du changement. Peut-être opposition au système, mais en fait, ceux qui ont la majorité de la population derrière eux. Il y a eu un phénomène assez singulier le 18 mai 2013, c'était à Londres. Et Monsieur Paul Kagame est passé par là, et on a vu des Congolais et des Rwandais se mettre ensemble contre M. Kagame et M. Michombero. Vous avez dû sûrement suivre ça avec nous. Et qu'en savez-vous? Qu'est-ce que cela aura comme impact désormais dans la politique, dans votre combat pour la démocratie dans votre pays? Oui, j'ai suivi de près ce qui s'est passé le 18 à Londres. Laissez-moi d'abord remercier et féliciter les comités conjoints FDU-RNC et aussi avec les confrères du Congo à Londres qui se sont mis ensemble d'une part pour mettre en place tous les mécanismes nécessaires pour défier M. Kagame à Londres. Ils se sont réunis maintes fois. Ils ont préparé des correspondances nécessaires qui pourraient leur permettre de manifester leur mécontentement. Et le jour J, c'était le 18, vous avez pu tous voir ce qui s'est passé à la télévision. Monsieur Kagame, il a été reçu tel qu'il devrait être reçu. Les Rwandais, ensemble avec les Congolais, se sont mobilisés. Et c'est pour moi un signe d'espoir qui me montre que malgré que le leadership de Kagame n'a cessé d'ensanglanter le Congo, n'a cessé de tuer les Congolais comme les voisins, mais quand même les Congolais, pardon, nous qui sommes à l'étranger, nous qui pouvons quand même parler et discuter, c'est un signe d'espoir que demain ou après-demain, il peut y avoir une réconciliation et puis nos deux peuples collaborer vers un développement sur tous les aspects de la région. Madame, et vous, quand vous avez suivi cela, et quel élément vous est venu à l'esprit? Un espoir, la fin des mythes, je ne sais pas. Bon, oui, c'est effectivement la fin des mythes. Hein. Kagame, on était habitué à le voir ici, accueilli comme un roi en Europe et partout aux États-Unis. Mais maintenant, comme ça a commencé depuis 2010, je crois, ici à Bruxelles, lorsque le Premier ministre belge avait refusé de le recevoir, maintenant c'est le mouvement qui est en route. Partout où il va, il est accueilli par les opposants qui scandent le slogan hostile contre lui, qui expriment leur ras-le-bol de voir comment il a endeuillé la région des Grands Lacs, de voir comment il ne peut pas accepter qu'il y ait l'ouverture de l'espace politique chez lui, qu'il est un dictateur, que toute personne doit être dans sa mouvance, que toute personne qui ose parler des méfaits de son pouvoir est un ennemi à abattre. Les gens sont poursuivis partout à l'étranger. Et bien maintenant, c'est à son retour, il vient à l'étranger, il est attaqué dans la rue comme un vulgaire bandit. Voilà. Et ça, enfin, nous sommes tous d'un certain âge, mais on n'avait jamais vu un président d'un pays qui se rend dans un autre pays et qui est accueilli de cette façon. Bon, il y a eu même un peu de chance que, à ce moment-là, les manifestants n'étaient pas encore aussi nombreux qu'à la fin de la manifestation, parce qu'il y aurait pu y avoir une catastrophe. C'est un danger public, c'est un danger pour le monde entier. Voilà. Il a eu ce qu'il mérite. Oui, Ange, le 30 juin, quand notre pays a fêté son 50e anniversaire, le roi des Belges était dans la tribune, il y avait beaucoup d'invités, et M. Kagame est arrivé avec plusieurs heures de retard. Et entre ce cliché-là et celui de Londres, quel lien vous établissez? Oui, d'abord, concernant la commémoration du 50e anniversaire de notre indépendance,
Personnellement, je ne l'ai même pas fêté. C'était un deuil national, je dirais, vu la misère. Mais le fait que le roi de Belge et les autres invités attendent 2 à 3 heures un chef d'État, en l'occurrence M. Kagame, c'est clair, M. Fita. Donc c'est M. Kagame qui dirige le Congo. Donc il devrait attendre le chef de cérémonie. Donc M. Kabila Joseph n'est que le pion du Rwanda. Concernant ce qui s'est passé à Londres, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné. Vous savez, lorsque vous suivez la Révolution française, Mirabeau avait dit une citation, en quelque sorte, il disait ceci, la meilleure justice, c'est le temps. Pour juger un acteur politique, pour juger un régime, le temps, c'est le seul juge incorruptible. Si vous regardez un dirigeant tel que Kagame se faire huer de la sorte, je crois aussi que la diaspora congolaise est organisée. Partout, M. Fita, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Corée du Sud, même en Amérique latine, les Congolais traquent tous les soi-disant criminels qui sont au pouvoir. Moi, je n'ai pas été étonné. Et puis, un autre élément pour terminer sur cette question. Vous avez suivi la campagne de notre leader. Partout, M. Tshisekedi était passé. Il a été accueilli comme un chef d'État. Partout, M. Fita. Vous étiez avec nous à la Commission européenne. Partout où nous sommes passés, la ferveur populaire était là. Parce que la confiance à un peuple, on ne l'impose pas, mais ça se mérite. C'est ce que je dirais. Avant de quitter ce point, il y a un élément très fondamental auquel je voulais m'attarder un peu. Je pense qu'il faut saluer le courage des Congolais, des Rwandais qui sont arrivés à faire passer M. Kagame dans une petite porte. La petite porte par laquelle il est passé, ça me fait penser au tunnel dans lequel M. Kadhafi, ces derniers jours où il a été traqué. Et je me dis que Kagame, maintenant, dans la petite porte, il va arriver à un moment donné, il n'aura même plus de voie de sortie. C'est quelqu'un avec les crimes qu'il a commis, il ne pourra plus être reçu par les pays voisins parce qu'il les a toujours ensanglantés. C'est quelqu'un qui ne pourra pas avoir de place en Europe parce que l'Europe, on ne pourra plus, on est déterminé à ne plus recevoir là-bas. Et là, je voulais demander aux confrères congolais et aux Rwandais de militer ardemment pour que Kagame ne puisse plus rentrer en Europe, que ce soit un oubli total pour lui de venir en Europe, et que s'il venait en Europe, ce ne sera plus le faire passer par la petite porte, mais il faudra qu'on le saisisse, qu'on l'amène de force à La Haye pour qu'il puisse répondre des faits qu'il a commis dans la région. Bien, merci. Mais les malheurs de M. Kagame ne se sont pas arrêtés là. Au sommet de l'Union africaine, le président Kikwete de Tanzanie a levé un tabou. Durant longtemps, on disait M. Kagame, il négocie avec personne. Et là, le président tanzanien a dit pour qu'il y ait la paix en Afrique centrale, non seulement M. Kabila doit négocier avec ceux qui ne reconnaissent pas son pouvoir, mais M. Kagame aussi doit négocier avec tout le monde. Et si vous pouvez nous dire comment M. Kagame a réagi par rapport à ça, et ce que vous, en tant que parti d'opposition, vous en pensez? Sa réaction, elle a été d'abord matérialisée par le discours de son ministre des Affaires étrangères, Mme Mushikiwabo, là où Mme Mushikiwabo, à RFI, à Radio France Internationale et dans Jeune Afrique, et n'a pas hésité à qualifier de Kikwete de quelqu'un qui appuie les génocidaires. Ça, c'est pour moi un incident diplomatique, mais malheureusement pour le Rwanda, il n'y a pas d'incident diplomatique parce que les minimums de valeurs diplomatiques ne les ont plus. Ça, c'est la première réaction. La deuxième réaction, c'était au niveau des médias. Le journal national, Rwanda New Times, et Igihe.com, qui se qualifie d'être un journal indépendant mais qui travaille au profit du FPR, ont vite pris la relève pour continuer toujours à diaboliser M. Kikwete à cause de son acte de bravoure où il a vu que la solution durable dans la région, ce n'est pas une solution militaire, mais c'est une solution cumulée sur tous les aspects. Et à côté de ça, on assiste au niveau des sociétés civiles rwandaises, Ibuka, les associations rwandaises aux États-Unis, qui sont manipulées par le FPR, qui commencent à diaboliser aussi son Excellence M. Kikwete, parce qu'il a brisé une mythe, parce qu'il a vu que
la meilleure solution dans la région, ce n'est pas une solution militaire, il faut une solution politique. Et c'est comme ça que le système de Kagame fait. Kagame, lui, en personne, ne s'est pas encore manifesté. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Avec ses lobbies, ils essaient de manipuler l'opinion publique internationale pour qu'ensemble avec les médias, la société civile rwandaise, et tout ce que j'ai dit, il cherche maintenant à voir comment il peut s'attaquer sérieusement à M. Kikwete. Mais je pense que la formule ne sera pas facile. Et ne sera pas facile parce que quand il dit que le FDLR, c'est un parti des génocidaires, dans les médias, c'est un truc discutable. Il faut voir d'abord qui le premier collabore ou négocie avec le FDLR. Je pense que c'est M. Kagame et son système. L'ancien leader des FDLR, M. le général Gwarakabije, quand il est rentré au Rwanda, il a été reçu comme une personne importante, pendant qu'en réalité, celui qui le commanda de ses forces, qu'il qualifie de négative. Maintenant, il est le chef de service de prison. C'est un général au sein du gouvernement de M. Kagame. À côté de Rwanda Kabije, il y a le général Nyendahimana, le général-major Jérôme Nyendahimana, qui est maintenant le commandant adjoint de forces de réserve. C'est une poste stratégique au niveau des forces rwandaises de défense. Nous avons les commandants de brigade, les commandants de bataillon qui sont issus de FDLR. Tout ce monde qui sont venus, ils ont vite occupé les positions stratégiques. Aucun d'entre eux n'est passé par le processus judiciaire. Alors, il convient de se poser une question de savoir si les commandants sont reçus comme des princes à qui on donne des postes au sein de son gouvernement. Pourquoi s'attaquer aux subalternes? Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, le FDLR, maintenant, ça fait plus de 15 ans qu'ils sont dans la forêt. 19 ans. Et il faut se poser la question de savoir, je ne suis pas leur interlocuteur, je ne suis même pas leur porte-parole. Ce sont des analyses qu'on fait comme des politiciens. Alors, quand tu vois leur âge, ce sont des jeunes qui ont quitté le Rwanda, je me dis, un tas de mineurs. Alors, ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est la présomption d'innocence. Un gouvernement rwandais, un président rwandais, un ministre des Affaires étrangères rwandais qui s'attaque à ces gens-là, qui dit que ce sont des génocidaires, ils oublient un principe fondamental de droit qui existe même dans la constitution rwandaise. Quand tu mets tout ça ensemble, tu vois que c'est le Rwanda qui est proche au FDLR que ces autres-là qui cherchent des solutions durables dans la région. Alors, le dernier volet pour permettre aussi aux confrères consoeurs de discuter. Oui, madame. Oui, c'est que il faut soutenir que pour sortir de la crise dans la région, il faut une solution qui aborde tous les angles. Il faut une solution militaire, politique, mais favoriser beaucoup plus la solution politique. Et c'est ça l'approche de M. Kikwete. Il faut l'encourager dans ce sens-là. Alors, il faut que les forces de l'opposition se mettent ensemble pour proposer un truc intéressant que Kagame n'a pas pu proposer aux Rwandais. Madame, et moi, à ajouter là-dessus? Il a presque tout dit, hein, mais ce que je peux ajouter, c'est qu'effectivement, le Rwanda agit toujours par les mêmes méthodes. Le discrédit, les menaces, la calomnie. Quand une femme, premier ministre d'un pays, ministre des Affaires étrangères d'un pays, ose insulter le président d'un pays voisin, qui ne fait que chercher des solutions pour avoir la paix dans le pays, je trouve quand même que c'est trop fort. Et alors, ça commence par le haut, la ministre des Affaires étrangères, et ça descend. Maintenant, la jeunesse du FPR, on les appelle les Intori. Donc, moi, c'est quelque chose que je compare à ce qui était à l'époque de l'Union soviétique, le Komsomol, Komsomolski, Maladioche. Donc, c'est une jeunesse du parti qui était comme une milice et qui était là pour traquer, pour l'infiltrer. Et l'État, les services de l'État les utilisaient pour donc terroriser la population qu'ils jugeaient ne pas être dans les normes du communisme et des trucs comme ça. C'est exactement ce qui se passe avec les Inhorés de M. Kagame, cette jeunesse-là. Et sur le forum
dans des médias de l'État, hein. Par exemple, il a parlé de IG.com, donc c'est un site que le pays, le pouvoir utilise. Mais quand vous lisez les commentaires des ignorés sur ce site, c'est des insultes inqualifiables. La façon dont monsieur le président Kikwete est traité, c'est une honte pour un pays. Que cela soit écrit sur un site de l'État, on se demande où le Rwanda va. Mais c'est toujours comme ça. Donc c'est une façon d'intimider. Et maintenant, M. Kikwete, c'est un génocideur. Le Rwanda dit que toute personne qui dit que le FPR a tué ou que le pouvoir a massacré des gens 30 ans au Rwanda ou au Congo, c'est donc minimiser le négationnisme. Mais il n'y a jamais eu de négationniste plus fort que le pouvoir lui-même. Quand vous prenez un chef d'État qui n'a rien à voir avec ces histoires du Rwanda, qui n'a pas de famille au Rwanda, mais qui ne fait que travailler pour le bien de la région, et tu le traites de génocideur. C'est le comble de l'absurdité. Moi, ça me dépasse, quoi. Mais en tout cas, moi, je pense que ce que nous devrions faire en tant qu'opposition, c'est de faire en sorte que le pouvoir tanzanien sache qu'il a un soutien de toute l'opposition du Rwanda, et je pense même du Congo, hein, parce que de toutes les façons, nos problèmes sont liés. Hein. Et donc, il faut que M. Kikwete sente que il est soutenu. Parce que vous savez, ces gens, ils savent crier beaucoup dans les médias, à gauche, à droite, se faire entendre. Et parfois, donc, ça intimide. Ça intimide certains. Hein. Et il y en a qui se disent, ah, c'est trop fort. Et vous voyez l'attitude de la France, par exemple. Comment elle a été humiliée. Et parfois, elle n'ose pas aller au-devant alors qu'elle a des arguments. Parce qu'elle dit, ah, ça va. Voilà, c'est le même système, c'est la même chose que le Rwanda est en train de faire avec le président Kikwete. Alors, c'est à nous, l'opposition, toute l'opposition de la région, de lui dire, écoute, ce n'est pas seulement avec le FDLR qu'il faut négocier, c'est une paix, pour une paix durable, c'est avec l'opposition aussi. Et il y a l'opposition, ce n'est pas le FDLR qui est opposant, qui est à l'extérieur, nous tous, nous sommes dehors. Et voilà, donc je pense que c'est un processus qui doit nous englober tous, et tout le monde doit s'y atteler, et je suis content. Donc maintenant, il faut commencer à sensibiliser, et que surtout l'État tanzanien sache qu'il y a cette force-là qui est derrière elle. Et ça, c'est très important. C'est le message que je suis venu dire aujourd'hui. Ok, bien, merci. Ange, Monsieur Kabila, en son temps, ça fait 5-6 mois, il a aussi parlé d'un truc qui ressemble à ça. Il avait dit quoi cohésion nationale, quelque chose dans cela. Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport au Congo? Et si vous avez un commentaire par rapport aux pays voisins que le Rwanda, vous pouvez le faire. Oui, je dirais d'abord par rapport à ce que M. Kikwete a dit. En fait, il a dit tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Et là où je suis étonné, c'est que les dirigeants de la République démocratique du Congo auraient déjà dû demander cela depuis longtemps, s'ils voulaient vraiment défendre l'intérêt du Congo. Parce que le fait que M. Kikwete dise exactement que, voilà, il faudrait que l'Ouganda et le Rwanda négocient avec leurs oppositions respectives, c'est une vérité. C'est une vérité, c'est une réalité. On ne peut pas éternellement continuer à déstabiliser les Congos en disant, voilà, nous pourchassons sous prétexte que nous avons des adversaires de l'autre côté. Mais non. Mais Pierre Péan avait fait une analyse très poignante, pointue, M. Fita. Il avait dit ceci. Bon, puisque, c'est même dommage, puisque nous autres Congolais, nous n'avons jamais vraiment voulu parler en termes d'ethnie, tout cela. Mais le problème a été, comment dirais-je, importé chez nous. Et M. Péan dit, bon, si les immigrés, même Tutsis, puisque c'est M. Kagame qui dit, voilà, les Tutsis ne sont pas en sécurité et tout ça, mais s'ils ne sont pas en sécurité au Congo, ben, un jour, il faudrait penser à ce que toutes ces personnes rentrent chez eux, puisqu'ils ne sont pas... Eux-mêmes, l'ethnie Tutsi dit que nous ne sommes pas à l'aise au Congo, mais alors qu'ils rentrent au Rwanda. Parce que si vous observez, dans le poste de sécurité, dans le poste politique, même des ministres, regardez le PDG, il y a beaucoup de personnes d'origine Tutsi qui occupent des postes au Congo, M. Fita. Le Congo a plusieurs ethnies.
il y a les Batéké, il y a les Bakongo. Mais si les Bakongo s'est révolté, si chaque ethnie s'est révoltée au Congo, où est-ce que nous en serions? Donc on ne peut pas, sous prétexte de vouloir protéger une ethnie, continuer à dominer toute une région et à la déstabiliser. Bon, il faudra aussi interpeller la communauté internationale. Puisqu'on nous a dit, voilà, il fallait redessiner l'Afrique. Kagame, tout ce qu'il fait, il a un soutien quelque part. Ce n'est pas possible. Le Rwanda, pour aller entrer dans la frontière du Congo, c'est parce qu'il y a une complicité quelque part. Et que le Rwanda est soutenu par les Américains, par les grandes puissances aussi. Les États-Unis, nous pensons que nous pensons que M. Obama, bon, puisqu'il fera une tournée bientôt en Afrique, au moins il pourrait essayer d'aider, je prends l'exemple de mon pays, le Congo, à s'en sortir en pointant directement M. Kagame comme étant le responsable de la déstabilisation de cette région. Sa place est à la CPI. Nous avons donc parcouru nos 2 points, mais vous aurez chacun 1 ou 2 minutes pour pouvoir donner une conclusion. Un dernier mot par rapport à la situation dans la région et comment vous entrevoyez pour qu'on puisse enfin en sortir, parce que la population souffre suffisamment comme ça pour que ça ne puisse plus continuer éternellement. Et donc, M. Michombero, vous commencez, Madame va suivre et Ange va conclure. Je pense que avec le discours de M. Kikwete, la communauté internationale commence à comprendre que les vrais problèmes, par conséquent les vraies solutions à la crise qu'on a dans la région en général et au Rwanda en particulier, doivent être retrouvées au Rwanda même. Et là, c'est vraiment important. L'autre chose qui est importante, c'est que la solution militaire ne peut jamais apporter une solution durable aux problèmes de la région. C'est pourquoi il faut penser aux solutions politiques et diplomatiques. Ça, c'est très fondamental. Le troisième aspect que je tiens à souligner, c'est que tout processus ou tout mécanisme qui va isoler n'importe quelle couche petite qu'elle soit, dans ce processus d'arriver à une paix durable, ce sera toujours une peine perdue. C'est pourquoi je dis que, pour le cas de mon pays, s'il faut une paix dans la région, il faut un leadership au Rwanda qui est pacifique. Le leadership pacifique au Rwanda, ce n'est pas le leadership de Kagame et du FPR. Ce qu'ils nous ont prouvé, c'est qu'ils ont commis des actes qui n'ont jamais d'actes comparables au monde. Même la guerre mondiale n'est jamais arrivée jusqu'à tuer les gens qui sont morts dans la région. Alors, il faut amener tous les partis de l'opposition sur la table, qui se mettent ensemble, qu'il y ait une vertu d'espace politique au Rwanda, que l'on mette en place un leadership qui est pacifique, qui respecte la région, qui favorise l'intégration régionale, qui respecte les voisins, qui met en promotion la paix et la réconciliation qui a été entre les tribus qui ont été, ou les couches sociales qui ont été vexées dans la région. Et là, je me dis qu'en mettant tout cela ensemble, un leadership pacifique, un leadership qui respecte le voisin, on peut arriver d'un moment à l'autre à une paix durable dans la région. Il faut alors, en bref, encourager, appuyer, féliciter, saluer les initiatives de M. Kikwete et qui envisagent une paix durable dans la région. Merci. Bien, merci. Madame? Oui, ce que je peux ajouter, c'est qu'évidemment, je suis dans la même logique. S'il y a une personne qui n'est pas intéressée à ce que la paix revienne dans la région, c'est bien M. Kagame. Parce que l'Afrique centrale paisible ne va pas dans la logique de ses intérêts, surtout pour ce qu'il a fait, des crimes qu'il a commis sur place, des misères qu'il a causées. Tout ça, il ne peut pas, il sait qu'un jour, il devra toujours, de toutes les façons rendre des comptes. Alors pour lui, il faut que ce chaos persiste. Donc c'est ça le problème, le fond du problème. Et comme je l'avais souligné dans un débat qu'on avait vu aussi avec votre collègue Mbouyi de l'UDPS, nous avons la chance que maintenant, les Nations Unies, le Conseil de sécurité,
a permis aux pays africains de la région de s'impliquer dans la recherche d'une solution, de s'y impliquer de près, d'abord par cette brigade qui fait partie de la MONUSCO, et puis en plus maintenant, M. Kikwete, qui est comme le chef de file par rapport à tous ces dirigeants de la région. Et moi, j'ai toujours dit, les Africains doivent maintenant essayer, bien sûr avec l'appui des grands, d'initier des solutions d'eux-mêmes. Et ça, c'est l'amorce justement que M. Kikwete vient de faire, après avoir analysé le problème. Il connaît la région, même quand la FPR faisait la guerre au président Habyarimana, il était ministre en Tanzanie. Donc ce n'est pas un dossier qu'il est en train de prendre maintenant. Dans les années 90-94, avant la prise du pouvoir par la FPR, il était là, c'était un politique. Donc il a vraiment un historique riche et qui peut lui permettre de mieux envisager une meilleure solution pour tout le monde. Et c'est ça, donc j'appelle toutes les personnes éprises de paix de la région et d'ailleurs de vraiment d'entrer dans cette logique et surtout de le soutenir au maximum et de faire en sorte qu'il ne puisse pas être intimidé par toutes les armes médiatiques, je ne sais pas, les armes que le pouvoir de Kigali utilise de toujours pour mettre les gens à genoux, quoi. Et que donc, on n'en négocie pas seulement avec l'FDLR, mais avec toute l'opposition. Et parce que, je le souligne encore comme la fois passée, M. Kagame à lui seul est incapable de trouver une solution pour le Rwanda parce qu'il est le premier acteur des malheurs qui ont causé des malheurs qui sont dans la région. Voilà. Ok, merci bien, monsieur Ange. Vous pouvez conclure. Oui, moi je dirais aussi dans le même sens que mes prédécesseurs. Je crois que pour la première fois, je pense que l'Occident commence à parler en termes de sanctions vis-à-vis de M. Kagame. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Mais actuellement, aujourd'hui, personne ne peut dire que nous ne savions pas ce qui se passe là-bas. Et là, il faudrait aussi féliciter la diplomatie même de mon parti, qui a fait un travail remarquable, et même l'opposition rwandaise, maintenant qu'on commence aussi à écouter. Donc, de ce point de vue-là, c'est un acquis principal, qu'il y ait des sanctions ciblées vis-à-vis du régime de Kigali. Puisque lorsqu'on vous aide pour que vous puissiez nourrir votre population, il faut affecter ces fonds pour la population et non à faire la guerre avec vos voisins. Concernant la situation de ces pays des Grands Lacs, je vous dirais que mon parti a toujours dit ceci. Il faut un leadership fort au Congo et ce leadership pourrait stabiliser toute la région des Grands Lacs. C'est pour cela, M. Fita, que nous nous battons pour la vérité des urnes. Il faut donner un mandat clair à une personne qui est réellement élue par le peuple pour faire sa mission. C'est le cas de M. Tshisekedi qui a été élu. Donc ce n'est pas parce qu'il est de mon parti ou quoi, mais on ne peut pas bâtir un État sur une fondation de sable. Donc il faut qu'il y ait des bases solides, et ces bases solides passent par l'État de droit. S'il y a un État de droit au Congo, un mandat clair des gouvernants capables d'assurer l'intégrité du territoire, capables de pouvoir monter, créer une armée nationale dissuasive, une armée pouvant garantir l'intangibilité de nos frontières, je pense qu'un Congo fort pourrait aider toute cette région. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions. Nous rappelons que la réalisation de cette émission a été faite par Monsieur Gérard Kanabassa, avec qui on fait des tas de choses sur le Congo et la région. Et nous retenons que votre souci est que Monsieur Kikwete de Tanzanie soit soutenu dans son action. Ce n'est pas un premier venu dans cette politique africaine. Et rappelons que quand même son pays a été dirigé par un grand sage qui est Nyerere, et nous pensons que c'est de bon augure pour l'Afrique centrale et que très bientôt nos peuples pourront vivre en paix. Encore une fois, merci.